Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, on est ensemble jusqu'à 9 heures et il est pile 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin, Kenzo Raoul, il est conseiller régional et municipal des jeunes, il est vice-président en commission Les Lycéens. Il a 16 ans, je le précise, et c'est sa première radio et il nous vient de Paimpol pour être en direct ce matin au micro de Bretagne 5 matin. Je l'en remercie, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors première radio, ça va très bien se passer, hein, je le dis à chaque fois, car il y a eu beaucoup de premières radios ici, qui ont suivi après leur chemin politique, parce qu'on va parler de politique. Vous êtes engagé en politique, je disais en commençant avec ce conseil régional et municipal des jeunes. On va commencer par là, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que le conseil régional des jeunes ? Alors c'est une instance qui représente les jeunes. C'est comme le conseil régional en fait, nous sommes élus sur leur canton, c'est un binôme filles-garçons, donc on est 166. Pour une fois, on a une majorité de filles, ce qui est assez exceptionnel puisqu'on est les seuls en France, parce qu'on a les conseils régionaux des jeunes et également les parlements régionaux des jeunes. Donc on travaille en commission, on a la commission climat, la commission culture, la commission communication qui est essentielle et qui reste là tous les mandats, la commission égalité aussi. Donc vous fonctionnez finalement comme vos aînés avec ces commissions, avec, alors peut-être un peu mieux du point de vue de la parité. Vous siégez au conseil régional de Bretagne ? Oui, à l'hôtel de Courcy, on siège dans l'hémicycle. En fait, une session, on se regroupe tous les mois en session plénière. On commence la journée dans l'hémicycle et après on part chacun dans nos commissions respectives. Et la journée, on se retrouve pour faire un compte-rendu. Donc on fonctionne comme le conseil régional actuel. Alors, on va parler des dossiers tout à l'heure, hein, des dossiers importants pour le conseil régional des jeunes. Est-ce que vos décisions, est-ce que vos recommandations sont appliquées ou trouvent en tout cas un écho auprès de vos aînés ? Ah, totalement. Contrairement à certaines régions dont je ne citerai pas, on a vraiment on se sent représenté et écouté. On travaille avec Gabi Cadieux qui est notre référente et avec beaucoup d'élus. Et non, elle est vraiment à l'écoute et tout ça. Et on travaille avec des animateurs en fait. Donc ce qui nous permet aussi d'avoir d'autres points de vue sur les projets, on peut les adapter. Et des fois, ils ne sont pas toujours d'accord, mais en tout cas, ils nous écoutent et nos projets sont appliqués. Par exemple, on a fait, le mandat précédent a fait les serviettes hygiéniques gratuites dans les lycées et ça a été appliqué. Donc le plus compliqué, en fait, c'est l'application dans les établissements. Mais en soi, la région nous soutient et s'il y a des problèmes, ils n'hésitent pas à nous dire et on en parle. Voilà, donc vous recommandez, vous proposez, c'est adopté, ça c'est important quand même. C'est une nouvelle forme de démocratie, on pourrait le dire comme ça, avec l'arrivée de cette jeune génération que vous représentez ce matin. Cette jeune génération qui prend beaucoup part aujourd'hui à la vie politique, à la réflexion autour de la chose politique et plus largement autour de la société. Est-ce qu'il était important, sans faire de jeunisme bien sûr, mais est-ce qu'il était important que la jeune génération puisse se faire entendre un petit peu plus que c'était le cas jusqu'à présent ? Ah oui, il faut que nos aînés comprennent ce qu'on veut et également qu'ils préparent, qu'ils nous laissent la main. C'est vraiment essentiel. Et c'est quoi le regard de votre génération sur, comme on parle de politique, sur la politique des aînés ? Est-ce que c'est un regard bienveillant ? Est-ce que vous dites peut mieux faire ? Ou est-ce que vraiment vous dites ils se sont trompés ? Bon, il y a des avis divergents bien entendu, mais c'est sûr qu'il y a eu des ratés. On voit sur l'écologie que, on connaît tous maintenant, on l'a en pleine tête et on doit se retrouver face à ça. Mais après, il y a vraiment des avis divergents, donc on ne peut pas vraiment dire chaque avis est propre. Mais pour moi, oui, il y a eu des loupés, mais il ne faut pas que voir le mauvais côté des choses. Voilà, à vous un petit peu de rebondir, j'allais dire, de donner une nouvelle impulsion qu'on n'a pas su donner dans les générations précédentes. Oui, voilà. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a vraiment un manque, il n'y a pas d'engouement pour la politique. Et donc c'est en partie de leur faute, puisque les projets ne coïncident pas avec les souhaits des gens. Donc nous, ce qu'on fait, c'est vraiment des projets qui parlent, et donc on peut promouvoir, nous, dans nos lycées, ce qu'on fait, et donc par la même occasion, redonner vie à la politique pour les jeunes et montrer qu'on a des résultats. C'est ça vraiment le fondement. C'est un engagement politique, hein, je le disais en commençant. Vous, Kenzo, vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de vous engager réellement en politique ? Ah oui, totalement. Moi, je veux en faire ma vie et j'aimerais faire Sciences Po. Sciences Po, donc voilà, vraiment embrasser la carrière politique avec une vision de la société différente, là encore, hein, des précédentes générations, sans rentrer dans une polémique qui serait stérile forcément, mais avec une autre vision de la société.
Oui, après, il faut rester sur des bases saines, mais c'est sûr qu'on veut du changement et pourquoi pas représenter, par exemple, comptabiliser le vote blanc. Donc on a plusieurs idées qui pourraient être un peu novatrices pour faire changer les choses. Parce que comme je le dis, c'est vraiment les projets qui ont lieu qui montrent que la politique marche. C'est que comme ça qu'on peut prouver qu'on a des résultats et donc engager les gens. Alors on entend beaucoup de choses en politique, vos aînés sont très agités en ce moment, vous l'avez compris, et puis on a cette terrible crise en Israël, cette guerre on peut le dire, après les attaques du groupe terroriste Hamas. Comment vous recevez ça, vous la jeune génération, et d'un point de vue plus politique, comment vous réagissez ? Déjà, il y a deux parties. Il y en a qui ne comprennent pas forcément, qui ne s'intéressent pas à l'actualité. Mais pour ceux qui comprennent et qui s'y intéressent, on est vraiment, on peut le dire, dévasté. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a d'autres conflits dans le monde, en Ukraine, en Arménie. Donc aussi, on se demande s'il n'y a pas une préférence des médias pour des conflits qui sont plus, on pourrait dire... plus visible, voilà. Plus médiatisé. Mais c'est sûr que c'est horrible, il faut penser aux victimes des deux côtés. Le Hamas a ses responsabilités, mais la France soutient Israël. Mais nous, on soutient plus les victimes, et c'est ça qui nous choque le plus. Et de voir que la classe politique, en partie, ne reconnaît pas forcément le Hamas comme une organisation terroriste est un peu révoltant. Là, vous pointez du doigt LFI. Vous arrivez à discuter, j'imagine qu'il y a plusieurs sensibilités politiques dans le Conseil régional des jeunes. Vous arrivez à discuter de cela avec, j'allais dire, ceux qui sont engagés auprès de la France insoumise ? Oui, on y arrive. Il n'y en a pas tant que ça, mais on y arrive. Et il faut comprendre qu'il y a un écart entre la volonté et les souhaits des adhérents avec ceux de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ou des dirigeants. Donc il y a un fossé des fois entre les impressions. Voilà, il y a ce que dit Jean-Luc Mélenchon et il y a ce qui se dit sur le terrain finalement. Voilà, tout à fait. Au-delà de ce conflit, on voit une France aujourd'hui qui est très fracturée, on en parle souvent au micro sur cette antenne, une France qui est très fracturée, qui n'arrive pas forcément à se comprendre, à discuter, qui fait face aussi à des problèmes sociaux. Là on va y revenir puisque aujourd'hui c'est aussi jour de grève en ce vendredi 13 octobre. Est-ce que c'est aussi alors j'allais dire des missions, en tout cas un rôle que vous pouvez vous attribuer, vous la jeune génération politique, d'essayer de faire rediscuter cette France, de combler les fractures? Ah oui, mais c'est pas facile. Le but, c'est d'essayer de fédérer, mais quand on voit par exemple l'Assemblée nationale actuelle, on voit qu'il y a plusieurs sensibilités et que ça se passe pas toujours très bien. Donc c'est vraiment difficile et j'ai pas de solution à vous apporter, mais on va essayer toujours. Vous arrivez à discuter néanmoins? Oui, on arrive à discuter déjà. Donc on est plus modéré et plus respectueux déjà en étant plus jeune que certains de nos aînés. Voilà, vous direz que vos aînés sont plus sanguins, on peut le dire comme ça? On peut le dire. Mais nos aînés, pas tant que ça. Il y en a qui ont à peu près notre âge, comme Louis Boyard. Oui. On n'est pas loin. Voilà, très sanguins aussi. Voilà. Dans les grands dossiers aujourd'hui, est-ce qu'il y a des dossiers en particulier que vous portez au niveau du Conseil régional des jeunes dans l'hémicycle ici en Bretagne? C'est surtout la représentativité, mais comme je le disais, on travaille en commission. Donc moi, je suis dans la commission égalité, et nous, on travaille sur la lutte contre les discriminations. Donc on peut parler de racisme ordinaire, mais on oublie aussi une des grandes causes de discrimination, le handicap. Donc on va aussi parler du handicap. Il y a également, on va parler, ça c'est un groupe, en fait on travaille en groupe de travail dans les commissions, après c'est propre à chacune, mais il y en a aussi qui vont travailler sur l'éducation à la sexualité. Parce qu'il faut 3 heures d'éducation à la sexualité, c'est dans la loi, et dans les faits, ce n'est pas appliqué. Et ça fait débat aussi. Il y a tout un débat politique autour de cette éducation à la sexualité des jeunes et des plus jeunes d'ailleurs. C'est ça. Néanmoins, c'est dans la loi, donc il faut l'appliquer. Et nous, c'est notre projet, parce qu'on va également avec la pornographie maintenant, qui est un fléau, et on ne peut pas s'attaquer à ça. C'est vraiment essayer de faire comprendre autrement aux jeunes. Travailler sur l'éducation finalement, plus que sur la répression. C'est ça, plus l'éducation. Alors, on a aussi, je disais en commençant, un paysage politique aujourd'hui qui est en train de se morceler. On va revenir à cette union de la gauche, à cette NUPES qui, semble-t-il, bien en ce moment, semble se fracturer. Alors là encore, ça nous ramène au conflit israélo-palestinien. Il y a eu des propos, il y a eu les propos de Jean-Luc Mélenchon qui ne sont pas passés forcément dans toutes les formations de la NUPES
NUPES, en tout cas qui composent la NUPES. Est-ce qu'on va vers une recomposition, encore du paysage politique français? Est-ce que vous, la jeune génération, vous êtes attentif aussi à cela? Ah bah oui, totalement. Je pense qu'il va y avoir un grand changement d'ici 2027, puisque Emmanuel Macron ne va pas ne peut pas se représenter. Donc il va y avoir question sur sa succession. Est-ce que ça sera Gabriel Attal? Est-ce que ça sera Édouard Philippe? Est-ce que ça sera Elisabeth Borne? On ne le sait pas. Également au niveau de la NUPES, puisque Jean-Luc Mélenchon a plus de 70 ans, donc on se demande qui va prendre le flambeau. Également pour les socialistes. Donc il y a vraiment une recomposition du paysage actuel. On voit que la NUP est fracturée, et du moins moi j'espère qu'elle va... Parce qu'on peut dire que le Parti socialiste est un parti respectable de base, et donc d'aller avec les insoumis peut parfois aller contre leurs principes de base. Voilà, vous ne comprenez pas pourquoi le PS est venu finalement à la NUP? Oh bah si, c'est qu'ils étaient en difficulté et pour sauver les meubles, ils ont dû s'allier à la NUP et ils ont pu garder des sièges à l'Assemblée nationale et au Sénat. Voilà, donc composition électoraliste, on pourrait le dire comme ça. C'est ça, stratégique. Stratégique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes conscient, vous là encore, la jeune génération, qu'il y a une attente des Français et que les Français se détachent de la politique? On en parle beaucoup de la politique, hein, sur les antennes, sur les chaînes de télévision, dans la presse évidemment, et pourtant on a l'impression que les Français disent bon bah la politique, oui c'est toujours la même chose, avec quand même ce sentiment de dire on a essayé la droite, on a essayé la gauche, et pourquoi pas Marine Le Pen, c'est aussi ce qu'on entend aujourd'hui. Ah oui, totalement. C'est que Marine Le Pen, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, je ne sais pas, mais toujours elle surfe sur ça et a fait sa politique sur je n'ai pas été là. Et donc ça marche. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens sont lassés. Des projets qui ne sont pas réalisés, il y a des promesses, ou alors il y a des coups bas, on peut penser à des primaires par exemple, où ça se tire dans les pattes, où on pense plutôt à soi qu'aux citoyens. Donc, les citoyens qui s'éloignent des urnes de plus en plus, hein, on le voit, le taux d'abstention, même sur des élections importantes comme... les élections régionales, près de 70%, alors que c'est extrêmement important. Les élections régionales, ça fixe les lycées, beaucoup de choses, les transports. On parle d'autonomie aussi. Voilà, je voulais aussi en dire un mot de cette autonomie dont il est question dans l'hémicycle en ce moment avec la session d'automne. Cette autonomie, comment vous la percevez, vous, là encore, le Conseil régional des jeunes, et vous, Kenzo Raoul, à titre personnel, ce serait mieux l'autonomie? Ça permettra à la Bretagne d'avoir plus de moyens, de pouvoir décider dans certains domaines? Tout d'abord, moi j'étais présent au Congrès des régions de France, donc quand Emmanuel Macron, président de la République, a annoncé l'autonomie de la Corse, du moins en partie. Et donc j'ai pu voir Loïc Chenet-Girard qui faisait de l'œil à la Première ministre pour parler de ça. Moi personnellement, je pense que oui, ça sera utile. Après, on va parler des sujets. On peut pas être autonome sur tout, mais on est un peu une région à part quand même, avec nos langues, nos coutumes. Donc je pense que oui, ça serait bénéfique. Voilà, donc l'autonomie pour avoir peut-être une région plus... l'autonomie pour avoir une région plus autonome. Là, je fais un petit peu... Après, pour toutes les régions. Mais pour toutes les régions. Alors, oui, la décentralisation, ça serait bien. Là, c'est peut-être l'influence qu'ont eu mes collègues des hémicycles régionaux. Mais oui, il faut décentraliser vraiment pour donner plus de poids aux régions, parce que c'est elles qui sont sur le terrain et qui fixent vraiment beaucoup de choses. Alors les détracteurs justement d'autonomie disent attention, ça peut mettre les régions en concurrence. Il y a des régions plus riches ou plus dynamiques que d'autres. Voilà. Est-ce que ça peut être une crainte aussi? Est-ce qu'il faut que les régions se parlent entre elles déjà aussi? Elles se parlent entre elles. On a l'Association des régions de France avec Carole Delga qui est la présidente, et j'ai pu voir, malgré les différences politiques, qu'il y avait vraiment un vrai intérêt pour les politiques régionales et qui c'était vraiment très fédérateur. Voilà, donc parler et construire ensemble. On parle également de ce champ politique aujourd'hui, de ces sujets fondamentaux que vous, la jeune génération, allez avoir à traiter. On parlait de l'environnement tout à l'heure, qui est quand même un des points importants. On n'en a pas parlé pendant de nombreuses années, ou en tout cas on a mis ça un peu de côté en disant voilà, on verra plus tard. On a ce réchauffement climatique qui est une réalité aujourd'hui. Est-ce que la jeune génération se doit d'avoir des priorités et peut-être de bousculer un peu la table? C'est une image que l'on prend souvent. Est-ce qu'il faut un petit peu aller, j'allais presque dire billet dedans, si vous me permettez ce terme un peu trivial? Après, c'est compliqué parce qu'on peut pas on peut pas tout bousculer, on sera pas écouté si on y va comme ça. Donc tous les sujets sont importants. Là, les Français, je pense qu'ils sont plus préoccupés par comment remplir leur caddie que par le réchauffement climatique. Donc oui, c'est une priorité, mais
on peut pas vraiment fixer d'ordre. Ça arrive petit à petit, mais le jour où on l'aura, là, ça posera problème. Donc oui, il faut s'en occuper maintenant et vraiment trouver des solutions. Mais il ne faut pas oublier pour autant le pouvoir d'achat ou d'autres mesures. Alors justement, vous me donnez l'occasion, vous faites une très belle transition de parler de ce pouvoir d'achat, de ce panier de la ménagère qui est de plus en plus dur à payer en fin de mois, l'inflation qui continue à augmenter, même si elle se stabilise un petit peu, mais en tout cas les promesses ne sont pas, j'allais dire, très mirobolantes pour la suite. Justement, comment la jeune génération, là aussi, prend... J'allais pas se dire en pleine face cette inflation. On a vu beaucoup de précarité chez chez les étudiants, chez les jeunes, plus largement parfois chez les parents des étudiants qui ne peuvent pas les aider pour se loger, pour manger. Est-ce que là aussi vous prenez ce dossier-là à bras-le-corps en disant voilà, il y a des solutions, nous on peut les porter? Nous, on ne prend pas vraiment de position. Du moins, on a des positions là-dessus, mais on ne peut pas proposer de solution parce que ce n'est pas notre domaine. Nous, comme je disais, on est surtout sur des politiques pour les jeunes. On fait de Vous pouvez conseiller quand même vos aînés? On conseille, nous, avec l'association Les Lycéens, dont je suis le vice-président. Par exemple, hier, il y avait un conseil supérieur de l'éducation avec le ministre de l'Éducation. Et donc, on a proposé des idées et des projets. Donc voilà, on est écouté là-dessus et on propose. Mais il y a une vraie peur aujourd'hui pour les étudiants. Il y a je connais beaucoup de personnes qui hésitent à faire des études supérieures par manque de moyens, même s'il y a le CROUS et tout ça. Donc c'est vraiment important et il faut qu'on le dise à la Première ministre et à la ministre de l'Enseignement supérieur que les étudiants vont mal et qu'ils ont besoin d'aide. C'est terrible parce que c'est une génération qui se sacrifie finalement. Ah oui, totalement, c'est un sacrifice. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut vraiment que les choses changent parce que il est beau avoir le CROUS, même il n'y a pas de repas à 1 euro et pourtant moi qui suis plus à droite, je suis pour les repas à 1 euro pour tout le monde. Voilà, oui, ça a été refusé. En tout cas, ça n'a pas été voté, ce repas à 1 euro. Vous trouvez qu'il y a un ratage, là, qu'on est passé à côté de la question? Vos aînés sont passés à côté de la question? Je pense que oui. Après, même si c'était pas un repas à 1 euro, ils auraient pu proposer d'autres solutions. Je veux bien comprendre qu'économiquement, ça soit compliqué, mais du moins aider autrement la jeunesse que les repas à 1 euro. J'entends souvent Antonin Mailly qui est là à cette antenne. Oui, qui est venu récemment. La semaine dernière. Qui est pour. Mais après, moi je veux le dire, on est ouvert à toutes les propositions, donc que ce soit pas les repas à 1 euro, que ce soit des bourses, mais pas de chèques. Comme les chèques carburant, ça on n'en veut pas. Voilà, faut en fait un système pérenne. C'est ça. Quelque chose qui nous aide et pour qu'on n'ait pas peur par la suite et que les autres étudiants soient à l'aise et puissent faire leurs études parce qu'il est totalement impossible de faire un job étudiant et de faire un master à côté. On ne peut pas bien réussir. On va parler aussi de l'Europe, de l'Union européenne. Alors, il nous reste quelques minutes, je me tourne vers notre réalisateur qui nous dit il nous reste 6 minutes, 7 minutes. L'Europe, les jeunes aujourd'hui, et même les jeunes bretons, peut-être un peu plus que les autres, allez, on va faire un peu de chauvinisme ce matin, sont très attachés à l'Europe. On entend pourtant beaucoup de critiques à l'endroit de l'Union européenne. Comment vous la vivez, vous, cette Union européenne, vous, votre génération ? Attaché, mais on ne comprend pas vraiment comment ça marche. Parce qu'on a le Conseil de l'Europe. Je vous rassure, les anciens aussi. Le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne et le Parlement européen. Donc des fois, on se demande, est-ce que le Parlement européen sert vraiment à quelque chose quand on voit que la Commission prend des arrêtés, et par exemple sur les paillettes, là, qui a lieu cette semaine, et que le Parlement n'est pas consulté. Donc il y a vraiment une question de qui fait les choses en Europe. On peut le dire, c'est les chefs d'État et les commissaires qui décident. Donc il y a vraiment, on partirait sur une refondation de l'Europe et il y en a beaucoup qui me disent, et je pense que ça c'est apolitique, que la France doit être au-dessus de l'Europe. Donc les lois françaises au-dessus des lois européennes, ne pas se faire marcher dessus par l'Europe, puisqu'on voit que les Allemands, on est à peu près kiff-kiff en matière de puissance si j'ose dire, mais peuvent des fois avoir plus de monopole que nous. Justement, aujourd'hui, on parle d'une réforme de l'Europe, il y a plusieurs voix très transpartisanes qui en parlent, et puis après il y a comment faire l'Europe. Est-ce qu'on fait une Europe fédéraliste, un petit peu à l'image des Allemands que vous citiez à l'instant, ou est-ce qu'il faut garder l'Europe des nations qui était chère au général de Gaulle? Moi je suis pour une Europe des nations, mais on s'éparpille trop, on est beaucoup trop en Europe, on ne peut pas bien fonctionner. Quand on voit le temps d'adhésion qu'il y a, par exemple l'Ukraine, ils veulent que l'Ukraine rentre, ça va être encore compliqué, et on n'a pas du tout les mêmes problématiques en Bretagne que en Ukraine. Donc là-dessus, je pense que on a voulu trop s'éparpiller et maintenant c'est un peu compliqué de bien gérer l'affaire, quoi. Une Europe des nations serait pour vous une Europe plus stable qu'une Europe fédérale? Oui, quand même. Après,
pas beaucoup de pays. Par exemple, quand la CEE et tout ça, c'était vraiment bien. Oui, la CEE, la Communauté économique européenne, je le dis pour ceux qui n'ont pas la référence. C'est ça, avec l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne, c'est beaucoup plus... On a plus de problématiques en commun et après, on peut plus facilement proposer des projets. Alors on parle aussi d'une Europe de la défense, d'une Europe qui pourrait être plus unie sur des dossiers. On parle aussi d'une Europe qui aurait une politique étrangère. Là on le voit avec, vous citiez tout à l'heure les différents conflits qui sont actuellement en cours. On a l'impression qu'il n'y a pas de diplomatie européenne. Là aussi la diplomatie des nations serait plus porteuse. Ah oui, totalement, parce qu'aujourd'hui on a le bloc américain qui est vieillissant, mais qui reste là. On a le bloc chinois et on a une sorte de bloc russe aussi qui est un peu en aparté. Donc ce qu'il faut, c'est que l'Union européenne, aujourd'hui en termes économiques, est presque équivalent aux États-Unis. Donc on peut poser autant qu'eux, sauf que tout le monde ne se met pas autour de la table et on n'a pas de vrais projets, de vraies propositions et d'avis en commun. Donc si tout le monde était fédérateur, si on avait les mêmes avis, on pourrait porter les mêmes projets et avoir la même influence que les États-Unis. Alors au-delà de l'Europe, on va voter pour les européennes en juin 2024, ça va très vite. J'imagine que les partis sont dans les starting blocks. Oui, le Rassemblement national est à fond. On a vu les rassemblements en juin où ils sont partis. Et aujourd'hui, le Rassemblement national, qu'on le veuille ou non, est le parti le mieux organisé de France et le premier parti de France. C'est François Hollande qui me l'a même dit, c'est qu'on voit que quoi qu'il fasse, tout est réglé, tout est millimétré pour qu'ils puissent avoir une belle campagne et à la fin gagner. Vous disiez, Kenzo Raoul, que vous êtes plutôt à droite. Quel regard vous portez? Ça sera ma dernière question sur... voilà, il reste quelques minutes, on a encore un petit peu de temps. Sur la droite aujourd'hui, qui, on a l'impression, se cherche un peu. Bon, elle a pris de plein fouet... j'allais dire là aussi les résultats des élections passées. Comment vous vivez ça, vous? Moi, j'ai soutenu Valérie Pécresse pendant la présidentielle. Donc je suis plus de ce camp-là et pas vraiment anxiotiste. Ce qu'on peut voir, c'est qu'elle se cherche effectivement et qu'on est divisé entre une aile très macroniste et une aile Rassemblement national. Donc on se cherche. Ce qu'il faut, c'est avoir des vrais principes, des propositions et qu'on n'aille pas courir après Éric Zemmour ou après Marine Le Pen ou après Emmanuel Macron. Il faut qu'on montre qu'on est un camp à part et pas en désignant un candidat comme Laurent Wauquiez plusieurs années à l'avance, pas comme François Fillon, qui, on s'en souvient tous, était candidat dès 2013. Donc, parti trop tôt peut-être. Parti trop tôt. On voit aussi beaucoup de jeunes qui quittent LR pour aller vers le Rassemblement national. C'est quelque chose qui vous interroge, qui vous interpelle? Moi je trouve ça tout à fait... de leur point de vue c'est normal. Le Rassemblement national est beaucoup plus cadré, c'est des idées fortes, c'est des propositions fortes, c'est des personnes fortes, parce qu'une politique se fait par des personnes fortes. Nicolas Sarkozy qui était un peu l'homme fort de l'UMP, Jacques Chirac également, qui était déjà depuis un bon moment, et là c'est Marine Le Pen qui est là. Alors à droite il n'y a personne qui émerge. C'est pas Laurent Wauquiez, vous allez dans la rue, personne ne le connaît. Éric Ciotti un peu maintenant, mais du moins c'est quelque chose qui se fait par les personnes. Emmanuel Macron, c'est autour de lui, pas autour de ses idées que gravite son parti, c'est autour de lui. Donc c'est vraiment autour des personnes en fait qu'on se regroupe. C'est une image très française, l'incarnation de la politique. Il y a certains pays où on est plus dans la coalition. Oui, comme l'Angleterre. Voilà, comme l'Angleterre. Voilà. Est-ce que c'est important justement aujourd'hui de retrouver cette incarnation qu'on a pu avoir? Vous citiez les noms de Jacques Chirac, on aurait pu remonter à Pompidou ou De Gaulle, vous voyez, on peut remonter très loin. Mais cette incarnation, ou François Mitterrand bien sûr, cette incarnation, on l'a perdue aujourd'hui. On est plus sur des idées, sur du fonctionnement. On n'a pas tant perdu que ça parce qu'on voit qu'Emmanuel Macron, qui n'est pas sorti de nulle part, mais qui était ministre de l'économie et qui est devenu par la suite président de la République. Donc ça gravite autour de lui. Mais moi, on appelle ça le courant bonapartiste, si je ne me trompe pas. Moi, je suis plus pour quelqu'un, un homme fort pour diriger un pays et pour proposer. C'est une image aussi. Donc il faut quelqu'un autour de qu'on se regroupe et pas forcément autour d'idées, puisque voilà, si tout le monde a les mêmes idées, au final, on ne saura pas quel candidat choisir et on peut s'en mordre les doigts. Par exemple, par les primaires. On a aujourd'hui un pays, je le disais tout à l'heure, assez fracturé, et puis des inquiétudes, avec là encore le conflit au Proche-Orient, et ces inquiétudes de possibilités d'attentats sur le territoire, etc. Est-ce qu'il va falloir réformer aussi le fonctionnement de l'État pour avoir plus de renseignements, plus aussi peut-être de sécurité? On en parle beaucoup, alors sécurité souvent c'est un gros mot. Oui, avec immigration, voilà, etc. Alors, plus généralement, est-ce qu'il va falloir remettre un peu plus de fermeté dans l'État? Ah oui, totalement. Est-ce qu'on voit aujourd'hui que
dans les manifestations qui sont actuelles, on voit beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de violence. Et donc souvent la police est stigmatisée, par exemple, on parle des violences policières. On peut dire qu'il en existe, mais il ne faut pas affilier à la police. Il ne faut pas dire que la police est violente. Il y a des policiers au sein de la police qui sont violents. Donc oui, bien sûr, il faut plus de fermeté pour plus d'équité en réalité. Puisqu'on voit qu'il y a des jeunes qui dans les banlieues, on caricature encore que c'est les banlieues, alors que non, c'est 3 jeunes sur 500 personnes peut-être. Voilà, il ne s'agit pas de stigmatiser évidemment, mais... plus de fermeté à ceux qui dérogent aux règles. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter. Kenzo Raoul, première radio, vous voyez, ça s'est très bien passé. Je rappelle que vous êtes conseiller régional et municipal des jeunes, vice-président aux commissions Les Lycéens. Vous avez 16 ans, je le rappelle. Voilà, votre première radio. Et vous êtes venu de Paimpol tout spécialement pour être là au micro de Bretagne 5 ce matin pour parler de politique. Et vous y reviendrez. Oui, voilà. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle journée. Également. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.